Ceci est un exposé sur le thème du coronavirus et plus généralement, qu'est-ce qu'un virus? Comment agit-il? Nous allons voir les rubriques suivantes dans cet exposé. D'abord, une courte plongée dans le monde microscopique. Ensuite, voir pourquoi les virus sont des parasites et pourquoi ils sont KO hors d'une cellule. Pourquoi les cellules infectées se transforment soudain en usines à produire des virus à la chaîne. Et puis, d'où sortent donc les nouveaux virus? Et enfin, pourquoi ils font parfois tant de dégâts? Le virus, c'est le plus petit des agents infectieux. C'est un parasite qui ne peut rester longtemps infectieux lorsqu'il est isolé, hors des cellules vivantes qui l'infectent. La plupart des virus sont inoffensifs, ils sont présents un peu partout, dans de nombreux organismes, dans de nombreux milieux, l'eau de mer, la terre, etc. Il existe des espèces de virus capables d'infecter tous les types d'organismes vivants, les bactéries, les animaux, les végétaux, les champignons. Certains sont à l'origine de symptômes ou de maladies plus ou moins graves chez l'homme. Le rhume, la rougeole, les oreillons, la varicelle, l'herpès, la gastro-entérite, la rage, la grippe saisonnière, le sida, l'hépatite virale et ces 20 dernières années, différents types de virus apparus, le SRAS, le MERS, le virus Ebola et enfin le syndrome respiratoire aigu du coronavirus actuel. Le coronavirus est appelé désormais le Covid-19. Covid signifie coronavirus, le D c'est pour disease, maladie en anglais, et 19 c'est pour l'année de son apparition. La première chose qui caractérise les virus, c'est leur extrême petitesse, qui les rend difficiles à contrôler, à détecter et aussi à en prendre conscience. Sans les voir, Pasteur et d'autres avaient déjà mis en évidence le rôle de particules microscopiques de nature inconnue qui passaient à travers les filtres les plus fins de leur époque pour expliquer les maladies transmissibles dans lesquelles les bactéries n'étaient pas manifestement les coupables. Mais il a fallu pour les voir et commencer à connaître leur structure, attendre l'invention du microscope électronique en 1935 qui permet de grossir 10 000 fois ou même plus de 100 000 fois de nos jours. L'immense majorité des virus sont très petits, 50 à 100 fois plus petits que les bactéries. Vraiment très petits. Les plus petits peuvent mesurer seulement 1/10 de millimètre. Vous avez bien entendu, mais j'insiste quand même, cela fait 1 millimètre découpé en 1000 et ce millième de millimètre lui-même découpé encore en 10. Et j'insiste encore, il faudrait empiler environ 1000 coronavirus pour atteindre l'épaisseur d'une feuille de papier ou d'un cheveu humain. Un dernier exemple, si vous n'avez pas compris, si le coronavirus du Covid-19, qui n'est pas parmi les plus petits, avait disons la taille d'un citron, eh bien une cellule humaine, quasiment invisible à l'œil nu, aurait à la même échelle la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Alors, s'ils sont si petits, est-ce qu'ils ne vont pas passer à travers les mailles d'un masque artisanal? Certes, les mailles d'un masque artisanal, comme on le voit sur cette photo à gauche, c'est un tissu extrêmement agrandi. Entre les mailles, il y a des espaces importants. On le voit encore mieux sur cette modélisation informatique. Mais le plus souvent, les virus ne volent pas dans l'air seuls, isolés. Lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, ou simplement lorsqu'on parle, les virus se retrouvent généralement expulsés, collés entre eux, par paquets, dans des micro-gouttelettes de salive ou de mucus bien plus grosses que les virus eux-mêmes. Quasi invisibles, ces micro-gouttelettes forment ce qu'on appelle un aérosol, un peu comme ce qui sort des bombes aérosols anti-odeur ou anti-moustique. Mais si le masque artisanal est un obstacle partiel au virus, il n'est pas l'arme absolue. Il faut respecter strictement les autres consignes, à savoir notamment la distance entre individus et le lavage des mains préconisé et même plus par les scientifiques. Alors, au-delà de leur très petite taille,
ce qui caractérise les virus, on l'a dit dès le départ, c'est qu'ils ne peuvent pas rester très longtemps infectieux une fois isolés dans l'air. Ce sont des parasites obligatoires des cellules qui finissent par se détruire hors des cellules vivantes. En effet, les virus n'ont absolument pas tout ce qu'il faut, contrairement aux cellules vivantes, on va le voir, pour s'alimenter, produire leur énergie et se reproduire. Bref, ils ne sont pas autonomes. Voyons les différences entre les uns et les autres, entre la cellule vivante et un virus. Voici une maquette d'une cellule vivante. Alors, je ne montre pas pour l'instant la partie la plus intéressante, quoique ici, vous voyez, à la surface, on voit des petites choses de couleur qui représentent en fait des amas de protéines, des structures protéiques qui régulent les entrées et les sorties de la cellule et qui là vont jouer un rôle particulier vis-à-vis du virus puisque ces petites choses colorées, ces protéines colorées vont être les points d'accroche à tel ou tel type de virus. On voit qu'il y a différents points d'accroche, points d'entrée, etc. Alors, si on retourne, si on coupe la cellule en deux et qu'on voit donc l'intérieur, bien, on voit d'abord le noyau au milieu, ici, et puis des structures un peu en forme de haricot, ici et là, qui produisent de l'électricité à partir des aliments, des nutriments qui arrivent à la cellule, ainsi que de l'oxygène. On voit aussi d'abord une sorte de masse au milieu, de couleur beige, qui représente une sorte de gelée dans laquelle se déroulent les réactions biochimiques de la cellule, qui caractérise en tant que cellule vivante. Et puis enfin, des éléments qui sont très importants, celui-ci, ici, à gauche de l'écran, et celui-là, ici, des sortes de lamelles dans lesquelles se font les synthèses de protéines. Alors, chaque type de cellule peut provoquer la fabrication de ses propres protéines, à savoir, par exemple, les cellules, des protéines musculaires, des protéines de l'os, des protéines du sang, comme l'hémoglobine, etc., etc. Et bien là, on verra que ces structures de fabrication de protéines vont servir au virus. Et maintenant, voyons, j'espère que je n'oublie rien, je crois qu'il reste à voir maintenant le virus. Le virus, il saute aux yeux que ça n'a vraiment pas de rapport au point de vue de la structure. Voici un virus, c'est pas tout à fait à la même échelle, il a été moins grossi, 5 fois moins grossi, je crois, et même plus, que la cellule vivante. Alors, on voit de l'extérieur qu'il y a cette partie grise là qui est une sorte d'enveloppe. Retournons là tout de suite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on voit qu'il y a cette chose rouge qui représente en fait le matériel génétique. Pour ce qui est du coronavirus, c'est de l'ARN. Dans beaucoup de virus, c'est de l'ADN, le fameux ADN. Alors, on voit ces petites choses qui dépassent, qui ressemblent quand même un peu à la couronne qu'on a vue sur les photos de virus. Alors ça, c'est très important parce qu'effectivement, ces petites boules rouges, ce sont des protéines qui vont permettre au virus de s'accrocher à la surface des structures dont j'ai parlé tout à l'heure sur la cellule vivante et de faire en sorte que, ici, on voit qu'il y ait un contact entre cette zone du virus et cette zone de la cellule vivante. Ce point d'accrochage, ça va être décisif. Pour mieux voir cette structure virale par laquelle elle s'accroche, voici un modèle informatique. On va parler de sortes de doigts du virus et on va dès maintenant les baptiser des clés de contact, puisqu'effectivement, c'est ce qui permet au virus de rentrer en contact avec la cellule. Ce sont donc les doigts qu'on a vus dans une précédente diapo. Hein, c'est ces petites choses autour qui forment les doigts de contact du virus avec la cellule. Donc, le virus est donc beaucoup plus simple. On pourrait même dire qu'ils n'ont presque rien. Ils n'ont en tout et pour tout que le moyen
de s'accrocher à des cellules par les clés de contact et le moyen d'y faire pénétrer leur programme, l'ARN qu'on a vu en rouge à l'intérieur. Le premier problème d'un virus est donc comment rentrer en contact avec la cellule pour l'infecter. Bon, d'abord, il faut que le virus parvienne dans l'environnement, le corona parvienne dans l'environnement proche des cellules respiratoires, en l'occurrence, qu'il est capable d'infecter. Comment ça leur parvient? Grâce à un éternuement, à une toux d'une personne malade, une concentration de virus apportée par nos mains contaminées près du nez ou de la bouche, etc. Donc, on vient de parler de clés à la surface des virus et on a parlé de molécules de protéines à la surface de la cellule vivante. Je les remontre une dernière fois. Et voilà, toutes ces... Et ça, on va les appeler des serrures. Donc, on a clés et serrures. Eh bien, la condition pour qu'un virus puisse être infectant, c'est qu'il ait la bonne clé qui rentre dans la serrure d'une cellule pour s'accrocher à elle. Sinon, il reste à la porte. Et les deux clés, bien sûr, doivent avoir une forme complémentaire, comme on le voit sur cette diapo. On voit la clé du virus, on voit la zone de la cellule vivante placée à l'extérieur de la membrane qui, tous deux, ont une forme complémentaire. Désormais, on va donc raisonner en système clé-serrure pour comprendre ce qui permet ou non à une cellule de se faire accrocher par un virus de s'accrocher à une cellule. Alors, par exemple, les virus infectieux de l'appareil respiratoire, tels que le coronavirus, ont une clé, ici, qui a une forme, qui lui permet de s'adapter aux serrures qu'on va trouver non seulement dans les poumons, comme on le montre là, mais aussi dans les fosses nasales, dans la trachée artère, etc. Par contre, cette clé ne rentre pas dans les cellules de la peau. Le corona se dépose seulement sur la peau et c'est nous, en touchant le nez ou le visage, sans se laver les mains, qui le rapprochons de l'entrée du système respiratoire. Donc le coronavirus peut infecter les poumons à tel point qu'il peut menacer d'asphyxie ceux qui en sont gravement atteints. C'est pourquoi il faut parfois suppléer à la défaillance respiratoire avec de l'oxygène et même par des respirateurs artificiels qui remplissent le rôle de soufflet des poumons pour faire rentrer l'air et conserver les fonctions vitales avant que le corps puisse reprendre le dessus. Voyons maintenant un deuxième type de virus, les virus de l'appareil digestif. Celui, par exemple, de la gastro-entérite. Lui, il a un autre type de clé, et ce type de clé peut rentrer dans les organes de l'appareil digestif. Dans l'estomac, il va provoquer des vomissements, éventuellement. Dans l'intestin, où il va provoquer des diarrhées, voire des nausées. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle gastro, comme estomac, entérite comme intestin. Le virus de la gastro-entérite a donc une clé spéciale qui lui permet spécifiquement de rentrer dans les organes de l'appareil digestif. Un virus ne cible aucune cellule, bien sûr en particulier, qu'il viserait volontairement. C'est seulement qu'il possède ou non, en fonction de son hérédité, la clé de contact pour s'accrocher à la serrure d'une cellule donnée et pas aux autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque type de cellule, d'organe donné, d'une espèce donnée, possède son propre type de serrure. Et ces serrures de cellules diffèrent d'une espèce à l'autre. C'est pourquoi un virus n'a pas la clé pour infecter tous les organes d'un corps donné, d'un organisme donné, et ne peut pas non plus infecter toutes les espèces avec cette clé. Par conséquent, les animaux de compagnie, par exemple un oiseau, un chat ou un chien, ne peuvent pas nous infecter. Ils ont des virus à eux, propres aux serrures de leurs cellules. Ainsi, le virus du sida du chat est inoffensif pour l'homme. Il y a ce qu'on appelle une barrière d'espèces. Alors se pose la question,
comment les virus infectieux ont-ils acquis la bonne clé, les bonnes clés pour nous infecter? Et d'où viennent des virus comme le coronavirus actuel? Puisque la serrure des cellules est différente d'une espèce à l'autre, avons-nous dit, un virus devra acquérir une clé différente, adaptée pour infecter une autre espèce vivante. Alors comment le coronavirus a-t-il pu être muni de la bonne clé? Eh bien, un type d'animal, les chauves-souris, vivant dans des zones forestières ou des grottes d'Asie, sont particulièrement soupçonnés par les scientifiques d'être un maillon essentiel dans l'émergence d'un nouveau virus. Car elles sont, à elles toutes, des réservoirs de coronavirus, des centaines d'espèces de coronavirus au total, dont elles ne sont d'ailleurs pas malades, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Or, les chauves-souris sont des mammifères comme l'homme. Voici une chauve-souris, son oreille, son œil, sa tête, sa gueule ouverte ici, et son aile repliée. Donc ce sont des mammifères comme l'homme, les singes, les pangolins, les civettes, qui feraient partie de la chaîne de transmission qui est représentée ici. Tous ces animaux, en tant que mammifères, ont donc des cellules de leurs cellules qui ressemblent plus ou moins aux nôtres, mais pas au point que leur virus puisse pénétrer dans les cellules des cellules humaines comme cela, sans changement. Mais les virus, comme toutes les espèces vivantes, certes, mais bien davantage que les autres, ont leur programme génétique, que ce soit l'ADN comme beaucoup de virus ou l'ARN comme celui du coronavirus, qui change très souvent. Ils subissent des mutations et des recombinaisons. Au fur et à mesure de ces modifications, il est possible, par hasard, qu'une clé de virus de chauve-souris adaptée à la serrure des cellules de chauve-souris, par retouches successives, puisse finir par être modifiée peu à peu tout au long d'une chaîne de contamination animale et de devenir ainsi capable de s'adapter finalement à la serrure des cellules d'un être humain. Petite modification, du second, une troisième, une quatrième, etc. Le virus a alors franchi la barrière d'espèces ou les barrières d'espèces successives. Les déforestations, la proximité d'élevage, les ventes dans les marchés d'animaux sauvages augmentent les contacts avec les virus portés par ces animaux et font que ces petites modifications successives deviennent possibles. Est-ce là l'origine de l'épidémie, de la pandémie en Chine? L'avenir le dira peut-être. Mais c'est ainsi que raisonnent les scientifiques aujourd'hui. Revenons à nos moutons, à nos virus. Que fait un virus une fois dans une cellule vivante et pourquoi peut-il provoquer tant de dégâts? Voyons sur cette diapo suivante comment les choses se passent. Dans le cas du coronavirus, le voilà, eh bien, du virus de sida d'ailleurs, c'est l'ARN et non l'ADN qui constitue le matériel génétique. Le virus s'enfonce à la surface de la membrane de la cellule, que vous voyez ici plus ou moins en jaune. Et c'est l'ARN qui va pénétrer, voilà, ça c'est le virus, l'ARN qui est en rouge ici va pénétrer dans la cellule par le trou de la serrure en quelque sorte à laquelle s'est attaché le virus. Mais le virus n'a pas les moyens de lire son propre ARN, ni les matériaux de base nécessaires pour en faire des copies et édifier de nouveaux virus. Cet ARN, qui est un plan de fabrication du virus tout entier, va être traité par la cellule infectée comme si c'était le sien. Elle va se mettre à produire des dizaines, voire des centaines de copies de l'ARN du virus. Et c'est ensuite tout l'appareil biochimique et génétique de la cellule infectée qui va s'y mettre et être détourné pour décoder les copies de fabrication, des plans de fabrication du virus, et mettre en route, à partir de ces copies, toute une véritable usine avec ces chaînes de fabrication parallèles de centaines, de milliers de virus infectants, copies conformes du virus infectant de départ.
le virus, véritable parasite, s'est contenté de faire pénétrer son plan de fabrication, l'ARN, et de laisser la cellule, abusée, si on peut dire, faire le travail. Les nombreux virus, exemplaires du virus ainsi formés, n'ont plus à un moment donné qu'à sortir de la cellule infectée, comme on le voit sur cette image d'une cellule de bactéries infectée. Et ce qui se passe, certains émergent individuellement ici par une sorte de bourgeonnement à la surface, et puis la grande majorité va faire éclater la cellule qui va être détruite. En notant qu'en sortant, les virus s'entourent d'un morceau de la membrane de la cellule. Cette membrane est fragile face au savon, on l'a dit, et elle est en quelque sorte leur talon d'Achille, puisque les virus seront détruits quand on se lave les mains par émulsification des graisses qui forment cette membrane. Les mains qui pourraient sinon les porter à nouveau près de l'entrée de l'appareil respiratoire après avoir été contaminées. Donc, par un effet de boule de neige, des milliers de virus vont partir à l'assaut de milliers de cellules encore saines, non infectées, dont chacune va en produire des milliers, etc. La mort cellulaire va se propager, dérégler le fonctionnement des organes affectés jusqu'à ce que notre système de défense immunitaire reprenne le dessus ou pas. Tout cela semble relever d'un plan malin, mais il n'y a là que des interactions entre molécules qui sont certes très élaborées et propres aux vivants, mais qui n'expriment pas plus de volonté, de ruse ou de projet que lors du comportement de molécules réagissant entre elles dans une recette de cuisine. Pour continuer dans cette façon de voir les choses, on pourrait comparer un virus à un minuscule programme informatique, un virus informatique, qui serait contenu dans une tout aussi minuscule et très fragile clé USB, une clé USB qui aurait la particularité de se brancher toute seule, attirée au bon endroit par sa forme complémentaire, sur l'entrée USB particulière d'un et d'un seul type d'ordinateur doté de la bonne entrée USB, lequel ordinateur se mettrait alors, avec l'aide de son programme informatique complémentaire, à dupliquer ce programme viral en de nombreux exemplaires. L'analogie s'arrête là, car la suite du processus, c'est tout autre chose. Construire des protéines à l'aide d'une machinerie complexe d'une cellule, et notamment des protéines particulières et évolutives en forme de clé de contact, capables de reconnaître à l'échelle d'une molécule les serrures des cellules vivantes infectées, c'est le propre d'une cellule vivante. Et c'est bien davantage qu'une imprimante 3D. Conclusion, hors de la cellule qui infecte, un virus n'a donc presque rien d'un organisme vivant, à part ces quelques molécules constituantes. Une clé en protéines plus un programme sous forme ARN ou ADN. Un virus est figé, inerte, incapable, on l'a dit, de produire de l'énergie, de se reproduire. Il est juste capable de déclencher un mécanisme de reproduction, de sa propre production, par les cellules infectées. C'est justement ce mécanisme de reproduction qui assure leur maintien aux frontières du vivant, à l'aide des mécanismes du monde vivant qu'il utilise, et qui fait que les cellules vivantes sont en même temps détruites. Et nous aussi, parfois, mis en danger. Alors, à quoi servent les virus? À quoi ils servent à part à nous gâcher la vie? Certains secteurs, certains chercheurs de recherche pensent qu'ils ont joué et continuent à jouer par la capacité de leur matériel génétique à se modifier rapidement et constamment et à s'échanger entre espèces, un rôle dans l'apparition de la vie sur notre planète et un rôle dans la diversité évolutive des espèces. L'existence d'espèces virales nocives pour chaque espèce vivante serait alors une sorte de dégât collatéral du processus de l'évolution elle-même et donc un dégât collatéral de l'existence, de notre existence elle-même en tant qu'espèce humaine parmi des millions et des millions d'autres. Il n'empêche que de la compréhension
des virus et de leur mécanisme d'action doivent dépendre des réactions raisonnées de notre part et les précautions à prendre face à chaque type d'épidémie virale. Épidémie dont il est indispensable aussi de connaître les causes de départ et les modalités précises, en plus des moyens d'y faire face. C'est un autre sujet. Voilà, cette histoire de clés et de serrures est terminée. Comprendre dans tous les domaines, c'est déjà pouvoir mieux lutter.